Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autres termes. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et oui, vous vous rappelez d'Enzo que nous avons fait écouter dans cette émission. Arrêtez le travail, arrêtez le traite, arrêtez tout. Et comme il disait, 4 jours à 4 heures par jour, ça fait 20 heures par semaine et c'est bien. Voilà, c'est très bien. Vas-y Enzo et continue, on continuera de te faire entendre. Mais aujourd'hui, attention, aujourd'hui, place aux insectes. Et oui, nous allons dorénavant, la Commission européenne et Ursula von der Leyen l'a dit, nous allons bouffer des insectes. Oui, c'est ça, le grillon domestique, mais pas seulement, le ver de farine et le criquet migrateur seront partout, dans les pains, les biscuits, les beurres de céréales, etc. Oui. Pourquoi? C'est la pénurie? Non, c'est bien de bouffer des insectes. Et voilà, l'Europe l'a décidé, l'Europe l'a rêvé, elle l'a fait, et nous allons bouffer des insectes. On va en parler avec la députée européenne Virginie Geron, qu'on est content d'accueillir, et on va savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi cette frénésie pour les insectes? Pénurie à l'horizon, on va le savoir. Et puis, on a dit, ah là là, Macron a reçu des journalistes influents, non pas des influenceurs, mais des éditorialistes à sa table, à l'Élysée, pour parler de la réforme de retraite et des éléments de langage. Comment un président donne ses éléments de langage? Oui, alors on sait ce body. Et alors? C'est classique? C'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. Mais on va en parler pour montrer un peu où on en est là-dessus. Et puis, les maisons d'édition françaises vont faire appel à des spéléologues, à des météorologues, à des proctologues, à des gens qui vont sensibiliser et qui vont ôter tout ce qu'il y a de politiquement ou autre incorrect. Dans les livres? Oui, dans les livres. Et puis, après les perles et les huées, nous allons recevoir François Bellay. François Bellay, le nouveau spectacle politique. Et oui, les réseaux sociaux ont tout changé, ou presque. Ça donne quoi? Quelles sont les conséquences? Comment faire de la politique aujourd'hui? Comment fait-on de la politique aujourd'hui? Et surtout, comment peut-on en sortir d'ailleurs? Parce que on voit les résultats. On en parle en seconde partie d'émission avec François Bellay. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Merveilleuse chanson. Et les crayons? Eh ben ça y est, on va en manger. Ce n'est plus Henri IV et la poule au pot chaque dimanche. Ce n'est plus ça, vous connaissez, dès que vous allez dans le sud, vous franchissez le sud de la Loire, vous avez les grillons partout. Eh bien, le grillon domestique vient de décider, qui vient de décider? La Commission européenne. Et qui dirige la Commission européenne? La sublime, l'extraordinaire, l'immarcessible, l'incorruptible Ursula von der Leyen. Eh bien, elle vient de décider, la Commission européenne, que le grillon domestique était assez sain pour finir dans vos assiettes, et dans vos verres, et chez vos enfants, et dans les pains, les petits pains, les biscuits, les barres de céréales, les prémélanges secs, les produits secs, les produits transformés, les pizzas, les produits, etc. Oui, tout cela, eh bien, vous aurez du grillon à l'intérieur. Voilà. Après, attendez, c'est déjà permis et recommandé par la Commission européenne, le ver de farine et le criquet migrateur. Oui, le criquet migrateur va atterrir dans vos assiettes. Virginie Geron, bonjour. Bonjour. Alors, chère Virginie, députée européenne, évidemment, on voudrait comprendre. Alors, c'est quoi on en parle depuis quelques jours, un peu partout, mais on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et c'est une recommandation, c'est une obligation, et au fond, qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se posent des questions. Bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis intéressée au dossier, parce que j'ai eu pas mal d'appels téléphoniques sur ce sujet, notamment sur le problème des allergies. Alors en fait, on se rend compte que les insectes sont dans les tuyaux de Bruxelles depuis un moment, c'est pas nouveau. Ah oui, depuis quand à peu près?
il faut savoir qu'il y a eu un vote en 2015 sur ce sujet où en fait il y a eu une extension de la liste des produits alimentaires. Évidemment, nous à l'époque, notre groupe avait voté contre, mais nous étions minoritaires et cette ouverture des listes des aliments qui pouvaient intégrer cette nouvelle liste des aliments où on intégrait donc les insectes a été validée en 2015. C'est intéressant de savoir qu'en 2015, il y a eu des études qui ont été faites par l'autorité européenne de sécurité des aliments. Des aliments disaient bien qu'à l'époque, il manquait d'études pour accepter d'ouvrir les insectes à cette nouvelle liste d'aliments. Donc ça, c'était en 2015. Donc il manquait d'études. Et plus loin, une autre étude de la même autorité indiquait qu'il ne fallait pas que le bétail puisse être alimenté d'insectes. Donc en 2015, c'était quand même assez frileux. Il y avait quand même eu ce vote. Et puis là, il y a une accélération. En fait, on est dans l'accélération d'une idéologie où, comme on le voit avec la volonté de transition énergétique, on l'a vu avec le tout électrique, et puis maintenant, on a la transition alimentaire. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu l'autorisation du verre de farine jaune, on a eu le criquet migratoire, et puis maintenant, 3 janvier, signature par effectivement la commissaire européenne, Madame von der Leyen, qui autorise la poudre de grillons domestiques dans tous les aliments que vous avez annoncés, que ce soit les biscuits, les pizzas, les purées, les plats à base de légumineuses, même les bières. Les boissons, les bières, c'est ça. Les boissons, tout ce qui en fait les confiseries, les fruits à la coque, etc. Les chocolats. Les chocolats. Tout ce qui est ces protéines animales pourraient remplacer les autres protéines alimentaires. Même la viande aussi. Et la viande aussi qui est modifiée. Donc en fait, on est dans une accélération de cette idéologie, une idéologie, je rappelle, qui est de sauver la planète. Donc manger des insectes pour sauver la planète. Arrêter de manger du steak, manger des insectes, ça va sauver la planète. Donc on est dans cette idéologie qui s'accélère puisque on voit dans la communication 2021, qui est l'Organisation mondiale de l'alimentation, la FAO, déclare qu'il y a 1900 insectes qui pourraient être utilisés comme aliments dans le monde. 1900. Donc, là, 1900. Donc accrochez-vous bien, bientôt on va tous passer, on n'aura plus rien de naturel et de végétal. Et en ce moment, donc, la commission a considéré qu'il y avait en lice 11 demandes qui étaient en cours. Donc, c'est-à-dire que là, on est au 3e insecte, mais il y en a 11 et que effectivement, on est dans cette accélération d'autoriser, parce que c'est une autorisation. C'est une autorisation qu'ils ont donnée à une société. Alors, pour le coup, on veut sauver la planète, il faut manger des insectes, mais on autorise une société basée au Vietnam pour alimenter toute l'Europe de criquets. D'accord. Donc, il y a une société aujourd'hui, il n'y en a pas plusieurs. Voilà. Non, parce qu'en fait, là, dans ce règlement d'exécution que la Commission a signé le 3 janvier, c'est une autorisation qui est dédiée à une seule société, qui a donc l'autorisation exclusive de vendre de la poudre de grillons domestiques. Donc, c'est des grillons en plus qu'on affame pendant un jour. Après, on les broie et après, ça fait de la poudre et ça pourra intégrer tous les aliments dont on a parlé, du biscuit au chocolat à la pizza. Et c'est une autorisation qui va durer 5 ans. Donc là, on est à ce stade de l'autorisation. Moi, ce qui me pose problème, je fais aussi partie de la commission IMCO, c'est marché intérieur et c'est protection du consommateur. Il y a 3 articles qui, en fait, disent l'inverse et le contraire, et remettent en question même la question de l'étiquetage pour les allergènes. On en a parlé aussi. Alors, c'est-à-dire, parce que c'est important de savoir, est-ce qu'on saura, nous, s'il y a des insectes ou pas, et comment la composition de la viande, des pizzas, etc. Oui. Exactement, on veut savoir ce qu'on mange, surtout nous, bons Français, on aime les bons aliments, et on veut pas... je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont essayé de vendre des insectes n'ont pas trouvé aujourd'hui les consommateurs, puisqu'on le bien, beaucoup ont fait faillite. Donc, on essaye maintenant de nous refourguer ces insectes par voie de poudre où ça passerait plus facilement auprès des consommateurs. Et donc, il y a 3 articles dans ce règlement qui sont contradictoires. D'un côté, vous avez l'autorité européenne qui dit qu'effectivement, il y a peut-être des problèmes d'allergie et elle demande de continuer à faire des études. Donc, on autorise d'un côté. L'autorité et on dit qu'on n'a pas fini les études, qu'on n'a pas vraiment toutes les études. C'est l'article 8 dit qu'il faut encore plus d'études. La Commission dit en dessous qu'elle considère qu'aucune exigence d'étiquetage spécifique
sur ce sujet n'est encore à mettre en place. Et puis, vous avez l'article 10 qui dit, mais attention, peut-être que ça pose problème au niveau des allergies, donc, mais je renvoie l'article 9. Et l'article 9 dit qu'en fait, il n'y a pas besoin d'étiquetage. Donc, c'est un vrai sujet, parce qu'on le sait bien, en tant que consommateur, déjà, par choix, on n'a peut-être pas envie de manger des insectes ainsi de son plein gré. Et puis après, le problème, effectivement, sanitaire. Donc là, je vais faire la question à la Commission, parce que l'étiquetage, c'est important. C'est la base, plus, on va pardon, dire. Virginie Joron, tout est étiqueté aujourd'hui. Quand on va à un supermarché ou dans une épicerie ou ailleurs, tout est étiqueté. Alors ce ne serait pas étiqueté. C'est quand même bizarre. Effectivement, quand on lit le règlement, il y a ce flou. À la première lecture, on considère qu'effectivement, il n'y aura pas d'obligation d'étiquetage pour ces produits. Alors, il y a le problème pour le consommateur, mais directement par rapport au choix du produit derrière, là, j'ai regardé, j'ai pris une boîte pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Bon, c'est très succinct, mais au moins, on pourrait avoir cette information. Au lieu d'avoir farine de blé, on aurait farine de criquet, farine de verre de larves jaunes. Et autres. Et grillons, farine de grillons. Exactement, toute la liste d'insectes. Mais là, pour l'instant, c'est pas recommandé. Et puis après, il y aura l'autre problème. Ce sont tout ce qui est produit déjà transformé auprès des restaurateurs. Puisque là aussi, on ne saura pas si la pizza qu'on ira manger chez notre pizzaiolo sera à base de poudre d'insectes ou pas. Et on ne saura pas si on va manger au restaurant, sur le menu, ce ne sera pas écrit à base d'insectes, quoi. Ce ne sera pas dit. Voilà, c'est ça. On ne sait pas aujourd'hui, à ce stade, s'il y aura cette obligation qui sera imposée aussi auprès des restaurateurs, auprès aussi des grandes enseignes. C'est encore flou, et là, il y a du flou, il y a un loup, comme disait la chère Martine Aubry. Mais dites-moi, est-ce qu'on sait aujourd'hui, alors Virginie Joron, puisque vous avez déjà enquêté, est-ce qu'on a des réponses médicales ou scientifiques? Est-ce qu'on sait, en fait, les insectes, c'est... Bon, pourquoi pas, je veux dire, mais on ne va pas faire de parti pris. Mais en fait, est-ce qu'on sait comment dirais-je, l'utilité ou les inconvénients des grillons, des larves et autres pour la consommation humaine, quoi. Comme je l'ai dit, en 2015, il manquait d'études. Donc en 5 ans, ils ont obtenu certaines réponses puisqu'ils ont autorisé l'intégration de ces insectes dans la liste des aliments. Mais là, dans le règlement, ils disent qu'il faut plus d'études concernant la toxicité ou pas en termes d'allergie. Là, quand je lis un petit peu la réaction des médecins, moi j'ai lu le dernier article de Dr Delpine qui signale la toxicité de la chitine des insectes qui alimentent dans nos organismes en cancer, parasites, champignons. Oui, il dit que la chitosane perturberait l'absorption des vitamines liposolubles, etc. Oui, dans les minéraux comme le zinc, etc. Donc là, il y a plusieurs, effectivement, avis différents de différents docteurs. Donc effectivement, c'est pour cette raison que moi, on m'a appelé ici. Donc c'est pour cela que je vais demander, effectivement, encore à la commission d'approfondir, puisqu'ils le disent eux-mêmes, qu'il faut faire des études complémentaires. Mais ça n'empêche pas, malheureusement, l'autorisation qu'elle vient de donner à cette société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Virginie Joron, du groupe, je rappelle, du groupe Identité Démocratie au Parlement européen, à l'Assemblée européenne, aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire que cette société peut exporter et en Europe, tout le monde peut, peut... À partir du 24 janvier, donc depuis hier, ça y est, cette société est habilitée à vendre sa poudre de criquet domestique auprès de l'ensemble des pays de l'Union européenne. D'accord. Donc, sans pour cela qu'on ait achevé les études sur ce sujet. Exactement. Mais ce qui est ironique dans cette communication de l'Union, de la Commission, c'est qu'elle dit à un moment donné, c'est que de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'Union européenne est résolument attachée à la transparence. Donc, je vais leur reprendre cette phrase de leur communiqué pour obtenir les réponses à ces questions. Comme on sait bien, la transparence, c'est un vain mot qu'ils mettent en avant de la vitrine, mais que derrière la vitrine, ils n'appliquent pas forcément. On a plusieurs cas, comme vous le savez, avec les contrats Pfizer et avec le Qatargate. Voilà, on sait ce qui s'est passé dans la transparence du point de vue des SMS et des contrats. Donc, on espère que ça se passera autrement. En tout cas, merci beaucoup Virginie Joron, et on vous suivra dès que vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous les communiquer parce que... Et bon appétit encore. Absolument. On n'est que le 25 janvier, j'espère que les insectes ne sont pas encore arrivés directement dans nos assiettes. Oui, vous imaginez, on va manger du grillon tartare, du verre en daube, non, ça va être très intéressant. Ça. On suivra ça. Merci.
Merci à vous. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Si le président Emmanuel Macron veut réunir ses amis éditorialistes, est-ce qu'il n'a pas le droit? Bien sûr qu'il a le droit. Mais écoutez, il est président de la République, comme tous les autres, hein, c'est pas nouveau. Eh bien, on connaît les journalistes influents, ou les éditorialistes qui pèsent, eh bien, on les invite à déjeuner. Mais où est le problème, franchement? Oui, vous dites tout de suite, connivence, etc., les copains et les coquins, tout de suite, les Ménines de Velasquez. Non, non, non. Un homme politique, fût-il président de la République, a le droit de recevoir ses amis, ou en tout cas ses relations à déjeuner. Pour leur parler de quoi, cette fois-ci? Parce que ça remue, on dit, mais oui, mais qu'est-ce que c'est, ces éléments de langage? Eh bien, c'était la veille de la manifestation contre le projet de loi des retraites, et Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée un certain nombre d'éditorialistes. Alors écoutez ce qu'a dit Ève Roger sur France 5, qui raconte ça. C'est Politico d'abord, la newsletter qu'il a racontée, et elle dit ce qui s'est passé. Écoutez. Jour avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Un vocabulaire identique. Et oui, il dit aussi, Benjamin Duhamel, Macron ne croit pas du tout à un pays à feu et à sang, ni à la victoire de responsabilité. Écoutez, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un masochiste dans cette histoire. Bon, il reçoit, il donne des éléments de langage. Vous allez me dire, oui, mais les journalistes n'ont pas à suivre comme ça les éléments de langage du président de la République. Mais si. Quand Emmanuel Macron a une belle formule, la victoire de l'irresponsabilité pour désigner tous ceux qui sont contre ce projet de loi sur la retraite, eh bien, écoutez, c'est une belle formule. Eh bien, ils ont le droit de la reprendre. Vous allez me dire comment? Oui, mais écoutez, quand même, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste d'aller prendre ses consignes auprès du président de la République? Mais il n'y a pas de consigne. Ils sont entre convives, et puis il leur suggère, il leur dit, écoutez, voilà ce que je pense. Mais alors, je comprends pas, Emmanuel Macron, pourquoi ça doit rester secret? Mais vous devez le dire, il y a eu la transparence, comme disait on parlait un peu plus tôt au sujet du Parlement européen des insectes. Eh ben, on a le droit de savoir, et ce n'est pas grave. Vous avez reçu des journalistes, cher président, eh ben, il faut le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, il leur dit, attendez, moi je vous dis ce que je pense, mais vous ne m'avez pas vu, vous n'êtes pas venu déjeuner avec moi, et puis je vous suggère quelques mots comme ça, notamment victoire des responsabilités, je répète. Et effectivement, comme par hasard, comme le souligne Ève Roger, sur France 5, eh bien, on le retrouve partout. Alors, est-ce à dire que, vous allez me dire qu'il y a une doxa, une parole dominante, que des journalistes ou des éditorialistes donnent comme non, ça, oui, ils l'ont donné, bien sûr, mais écoutez, c'est en toute conscience professionnelle, franchement. Pourquoi vous allez imaginer des choses, encore une fois, en dessous? Non. C'est très clair, voilà. Le président a le droit tout à fait légitimement de recevoir des éditorialistes, et ces éditorialistes de journaux très influents et de télé très influents ont le droit de reproduire
in vivo, in texto, in authenticico, eh bien les paroles présidentielles, voilà. Eh ben écoutez, circulez, allez, il n'y a rien à voir, pas de mauvais esprit, tout se passe bien, on se comprend, on se parle, on se coagule et on se congratule. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Si l'Ukraine, qu'il ne se passe rien avec la 10e vague qu'on attend, qui n'est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder. Eh bien, voici ce qui se passe déjà aux États-Unis et qui est en train d'arriver dans les maisons d'édition françaises. Eh bien, c'est quoi ce qui est en train d'arriver dans les maisons d'édition françaises? Eh bien, je vais vous dire ce qui est en train d'arriver. Le démineur littéraire. Ah, vous allez me dire quoi? L'édition française, c'est un champ de mines, on vient pour enlever les mines? Non, 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 non. Les démineurs littéraires. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en Amérique, vous savez, depuis assez longtemps, il y a ce qu'on appelle les sensitivity readers. Les lecteurs de sensitivité, c'est-à-dire... Pourquoi? Quel est leur rôle? Eh bien, écoutez, il faut lire les manuscrits. Vous savez que toutes les maisons d'édition reçoivent des manuscrits d'auteurs. Voilà, on les lit avant de savoir si on va les publier ou pas. On en publie 1 sur 10 ou 1 sur 100. Il y a peu d'élus et beaucoup d'appelés. Eh bien, le rôle de ces lecteurs, c'est quoi? C'est de débusquer des phrases et des situations qui pourraient blesser des minorités ethniques ou sexuelles et provoquer des polémiques. Eh oui! Un livre, c'est pas fait pour provoquer les polémiques. C'est vrai, les Dostoïevski, les Chateaubriand, les Balzac, c'est pas fait pour provoquer des polémiques. Les Victor Hugo, etc. Non, 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 non. Il faut calmer tout ça, voilà. Toutes les maisons d'édition, ou presque, il y a un article paru dans Le Monde ces jours-ci, font appel à des relecteurs. C'est un métier en plein développement. Hein. Si vous avez des enfants ou si vous-même êtes intéressé par l'édition, soyez lecteur de sensibilité, soyez démineur littéraire. Et voilà. Et par exemple, il faut faire attention à la grossophobie, hein. Les milieux populaires, la culture écrocoise, le style de vie végétarien. Il ne faut toucher personne, il ne faut gêner personne. Voilà. Donc ces démineurs littéraires seront engagés ou sont déjà engagés pour effectivement lire des manuscrits et surtout, vous ne heurtez personne. Écrivain, vous ne touchez personne. Vous n'allez pas nous mettre avec des associations qui vont nous attaquer et qui vont nous faire des procès. Non, 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 non. Tout est calme. Tout va bien, tout est aseptisé, banalisé, sous vide. Ah bon, ce sera ça, la littérature et les essais de demain? Eh ben oui, ce sera ça. Eh bien, en clandestinité, vous lirez les pamphlétaires, mais vraiment en toute clandestinité. Et en attendant, déminons. Tout de suite, dans le face-à-face du mercredi 25 janvier, André Berkoff reçoit François Bellay pour son livre « Le nouveau spectacle politique » aux éditions Nicaise. On vous attend au 0826 300 300 pour participer à la discussion. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, la messe de Noël, eh bien écoutez, la messe de Noël va être considérée par certains comme une atteinte à la laïcité. Ah bon? Oui, vous savez que c'est pas nouveau, hein. Le mouvement est commencé, oui, mais il faut surtout éradiquer tout ça. On va en parler parce qu'il y a eu une histoire quand même qui est assez triste, et puis on va parler évidemment d'Anne Hidalgo. Que ferait-on sans Anne Hidalgo qui va attaquer la taxe Amazon avec l'éloquence qu'on lui connaît, et puis, on va surtout prendre le temps de parler du nouveau spectacle politique écrit par un communicant, par un spécialiste de la communication, François Bellay. Et ça s'appelle Le Cercle Vicieux, le nouveau spectacle politique. Et je ne résistais pas à citer Ionesco. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors aujourd'hui, à Argentan, dans les résidences d'anciens, vous savez, il y avait les résidences de personnes âgées, hein. Et bien dans l'Orne, Argentan dans l'Orne, et depuis toujours, une messe de Noël avait lieu dans les résidences de personnes âgées à Argentan. C'est Ouest France qui le rapporte. Eh bien,
une pratique désormais interdite par le Centre communal d'action sociale, retenez ce nom, c'est le CCAS, au nom de la loi de 1905 sur la laïcité. Voilà, comme c'est un établissement public, et les résidences de personnes âgées, eh bien, nous avons terminé les messes de Noël au nom de la laïcité, parce que sinon il faut les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez un pays qui a 1500 ans de chrétienté? Et après tout, pour ces personnes âgées, ça représente quelque chose, ça représente une occasion de réunion au nom de laïcité. Mais vous n'avez rien compris à la laïcité. Vous êtes des laïcards, le CCAS. Excusez-moi, c'est pas sérieux, ça, ce que vous faites. C'est pas sérieux pour des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie dans une certaine culture. Et c'est une culture, ça va bien au-delà de la religion, et vous le savez très bien. Alors franchement, allez, revoyez votre copie, retoquez tout ça, et donnez aux personnes qui en ont envie, et qui ne peuvent pas faire autrement, le droit d'avoir et d'écouter des chants comme Il est né le divin enfant, et puis d'autres. Franchement, ne perdez pas votre temps, c'est assez triste, déjà comme ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Plus on t'entend, plus on te voit. Et oui, on peut dire ça, plus on t'aime. Peut-être pas Anne Hidalgo, plus tu nous étonnes, chère Anne Hidalgo. Alors, en marge de l'organisation des assises du financement des transports en commun franciliens, se tenait lundi dernier, donc il y a 3 jours. Alors, voilà, les élus écologistes ont fait un certain nombre de propositions pour financer les transports en commun, et ils ont pensé à une taxe dite Amazon. Mais c'est quoi? Alors David Béliard l'explique, le e-commerce fait des milliards d'euros en utilisant l'espace public, 1 million de colis livrés chaque jour en Île-de-France, il n'y a pas que Amazon bien sûr, et ben il faut les taxer, ça va rapporter, d'après eux, 180 millions d'euros par an si on taxe effectivement tous ces transports de gens qui achètent sur effectivement, sur e-commerce, sur Amazon et compagnie. Alors on attendait des éclaircissements d'Anne Hidalgo. Eh bien, Anne Hidalgo a donné éclaircissement parce qu'on n'avait pas compris exactement de quoi il s'agissait. Eh bien, écoutez, Anne Hidalgo, ça va être très clair. Il y a par exemple un exemple à Barcelone qui est assez intéressant, où ils ont inventé, ça on devrait pouvoir être relativement d'accord, ils ont inventé une taxe dite Amazon pour tout ce qui est justement, je sais pas comment les appeler, hein. Moi je dis souvent, quand on m'explique que c'est vachement bien, c'est vrai, ça rend des services. Mais enfin, à Paris, qui est une ville où on a beaucoup de commerces de proximité, cher Dominique, je préfère voir des boutiques et des commerces plutôt que des camions de livraison. D'accord ? Et Anne Hidalgo, moi aussi je préfère voir ces machins, mais Anne Hidalgo, rue de Rivoli, Anne Hidalgo, vous allez laisser 1 voie pour les voitures et 3 voies pour les trottinettes, bicyclettes et autres en net. Eh bien, il n'y a plus un seul commerce de proximité rue de Rivoli et ailleurs, je ne vous en parle pas. Anne Hidalgo, alors renseignez-vous, j'ai pas été très éclairci, alors... S'il vous plaît, redites-moi ce que c'est que cette taxe Amazon et comment on va taxer les camions de proximité, et les commerces, de détail, Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 25 janvier avec François Bellet pour son livre Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Bonjour François Bellet. Bonjour à tous. Alors ce nouveau spectacle politique, François Bellet, vous êtes homme de communication, vous avez une société de com, mais là c'est un livre effectivement qui raconte, qui fait l'état des lieux et qui va plus loin bien sûr. Et vous parlez, je vais juste inventorier ce que vous avez très bien résumé, effectivement, où on est. La phase du commentariat, on va parler de tout cela. L'inversement du spectacle, la fabrique de la polémique, la création de la séquence, l'exploitation de la marchandise et l'inversement du spectacle. Qu'un certain Guy Debord, il y a 50 ans, avait déjà traité, mais en théorie. Et en théorie, comme chacun sait, on vit bien, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Mais François Bellet, en fait, vous parlez effectivement avec l'irruption des réseaux sociaux notamment, vous racontez très bien qu'au fond, aujourd'hui, tous
politiques, hommes d'action ou femmes d'action ou de décision, sont obligés de faire de la mise en scène et ils se sont presque noyés dans cette mise en scène. Expliquez-nous. Alors, le point de départ du livre et plus largement de mes travaux, c'est les réseaux sociaux qui constituent pour moi le point de basculement dans le monde d'après. C'est-à-dire que les politiques aujourd'hui fixent le monde d'après au moment du Covid, alors que moi, qui suis attentivement l'ère social médiatique, je fixe le basculement au monde d'après au moment des réseaux sociaux. C'est-à-dire... Il y a 20 ans, même pas. Eh ben alors c'est très simple, en 2004, 2005, 2006, pour une raison très simple, c'est création de Facebook, de Twitter et de YouTube. Je prends les trois les plus, je dirais, les plus structurants. Ces supports-là qui aujourd'hui créent le spectacle. Et en fait, aujourd'hui, c'est très intéressant pour moi et presque naturel de pouvoir émettre et construire une critique des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on en vit l'âge d'or. Nous nous situons aujourd'hui 15 ans après donc la création de ces supports-là et donc on peut raisonnablement mesurer les conséquences et l'impact des réseaux sociaux, des plateformes sur le champ social, le champ sociétal, le champ économique, ce qu'on fait souvent, mais finalement assez peu sur le champ politique. Et quand je dis politique, j'associe le spectacle parce que pour moi, politique égale spectacle. Il n'y a pas que ça dans la politique. Normalement, il n'y a pas que ça, mais il ne devrait pas y avoir que ça, normalement. Normalement, on ne devrait pas avoir que ça, mais on s'aperçoit que les hommes d'action aujourd'hui ont été déclassés. D'ailleurs, ils n'intéressent pas et rentrent assez peu dans l'écran du spectacle. En revanche, ce sont les gens de parole, du commentariat, et c'est ce que j'explique dans le livre, la dictature du commentariat. Alors comment ? Alors justement, parlons des réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est une date de basculement, vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais comment, alors en pratique, comment concrètement les réseaux sociaux ont fait basculer Alors c'est très simple, c'est les 3 points de mon ouvrage, c'est que les réseaux sociaux ont changé 3 choses. Première chose, changement du paradigme du spectacle politique. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, c'est-à-dire là, avant les réseaux sociaux, on était, je dirais, dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle one to many. C'est-à-dire qu'il y avait une seule poignée de personnalités qui pouvaient s'adresser au plus grand nombre. Maintenant, dans le monde d'après les réseaux sociaux, on est dans une logique à l'horizontale où c'est many to many. Les masses s'adressent aux masses. Ça, c'est une nouveauté. Premier élément. Deuxième élément, changement au niveau de la nature du spectacle politique. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, on était dans une recherche de séduction. On était là pour plaire et gagner l'adhésion. On était donc ce que j'appelle dans la recherche du consensus. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et donc dans ce basculement dans le monde d'après, on est dans une recherche de dissensus vendeur. C'est-à-dire qu'on n'existe maintenant que par la polémique, le clash et le trolling. Et gare à celui qui ne tomberait pas dans ces pièges-là. C'est simple, il n'existe pas. Troisième élément, et là, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle l'inversement du spectacle, c'est qu'on est passé du professionnel de la politique qui vivait dans ce spectacle-là, mais presque tout seul, au néo-politique, où maintenant c'est monsieur tout le monde qui peut aujourd'hui faire de la politique et rentrer dans le débat public. Et là, sur le néopolitique, j'ajouterais simplement qu'on a connu l'ascension du néopolitique au moment du Gilet jaune, en gros par la figure du manifestant, qui était presque plus audible que le politique. Et ensuite, l'âge d'or, je dirais, l'autre âge d'or, au moment du Covid, où l'épidémiologiste, que j'appelle dans le bouquin l'épidémiologiste de plateau, était presque un politique comme un autre. Et puis aujourd'hui, la crise en Ukraine. On s'aperçoit qu'en fait, ces 3 séquences-là, on retrouve le néopolitique. On va en parler, c'est très intéressant. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et moi j'aime bien le nouveau spectacle politique, le livre de François Bellay qui vient de paraître aux éditions Nicaise. Pourquoi ? Parce qu'il pose le problème de ce basculement effectivement des réseaux sociaux et surtout le changement de rôle. Alors justement, on va détailler ça. François Bellay, vous avez commencé à nous en parler. D'abord le many to many, c'est-à-dire que comme vous disiez avant, c'était vertical. Moi, politique, je m'adressais au peuple, à la masse, etc. Bon, conférences de presse, etc. Bon, aujourd'hui, ça a déjà crevé. Enfin, alors le to many, c'est-à-dire
tous se sentent effectivement investis d'une mission? Alors le many to many, c'est simple, c'est les masses s'adressent aux masses, et ça veut dire que maintenant, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles technologies, donc on arrive toujours avec la technique, et là je fais petite référence avec la société technicienne de Jacques Ellul, qui explique que c'est toujours la technique qui fait basculer, qui fait changer le paradigme. Et donc aujourd'hui on a un smartphone, on a une connexion, et on a des réseaux sociaux avec une audience parfois même plus forte que certains supports historiques. Et là maintenant, ça y est, on est journaliste, on est citoyen et on est politique, on est multicasquette. Donc le monde, il est devenu comme ça. Et il faut essayer de pouvoir gérer ça. Gérer sur les politiques, on va dire à l'ancienne traditionnelle doivent gérer, et les autres trouver leur place dans ce que j'appelle le bruit permanent. Alors, qu'est-ce que vous appelez alors là-dessus, justement, concrètement, le dissensus vendeur? Ça veut dire quoi? C'est la création de polémiques, souvent artificielles, mais pour faire ce qu'on appelle le buzz en argot. Alors, dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans la communication politique à la Papa, Mitterrand, Jacques Pilan, la rareté, on était dans les coulisses. Alors je dis ça, mais je l'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup lu sur cette période-là. On disait souvent pas de vague. Attention, on fait attention à son image et pas de vague. Et là, aujourd'hui, on fait absolument plus attention à son image. Justement, il faut créer de la vague. Il faut du tsunami permanent. Et donc aujourd'hui, on voit bien que c'est celui qui créera le clash et la polémique qui sera invité. Et c'est pas celui qui aura l'idée ou la plus remarquable qui sera aujourd'hui au train de topic. Alors François Bellay, quand même, oui, c'est d'accord, le clash, mais vous savez que ça peut retomber comme un soufflet. C'est-à-dire, je crée le clash, c'est pas pour ça que les gens vont me suivre. Alors voilà, alors ça c'est intéressant, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est la création de la séquence. C'est-à-dire que tout part du sujet du jour. Alors, soit un sujet, je dirais, de droite spectaculaire, alors immigration, grand remplacement, civilisation, identité, ou alors un sujet dit de gauche spectaculaire, wokisme, néo-féminisme, climat. Une fois qu'on a ces deux sujets-là, ça part, ça c'est le sujet du jour qui va enclencher ensuite le commentariat et forcément la polémique. Mais la séquence, elle est extrêmement courte et on n'en retient rien. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas le but. Il faut savoir. Non, mais oui. On n'est pas là pour être plus intelligent que la veille dans cette société du spectacle. On est là pour vendre, pour créer de l'audimat, faire monter des figures et ensuite les dégager. Ouais. Époque Kleenex classique. C'est ça. C'est-à-dire en fait obsolescence programmée. Exactement. Des hommes et des choses. Voilà. Et voilà. Et alors justement, mais parlons-en. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ça? Vous en parlez dans votre livre. Est-ce que au fond est-ce que ce n'est pas un piège tendu, pas seulement aux politiques, mais à un certain nombre de gens? C'est-à-dire, au fond, il y a ça, et on voit très très bien, vous dites vous-même, on en a parlé pendant hors antenne, François Bellay, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se méfient des médias, se méfient vraiment des médias. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que dans ce monde d'aujourd'hui, parlons du monde, pas le monde d'après, enfin le monde d'aujourd'hui, mais justement contrairement au monde d'avant, parce qu'il y a tellement d'offres par rapport à la demande, que les gens sont saturés, ils disent oui d'accord, il dit ça, et puis voilà, c'est amusant, et puis on s'en fout, ou pas. Alors il y a deux méfiances qui sont, d'ailleurs l'une va aussi avec l'autre. Il y a les méfiances à l'égard du professionnel de la politique. Alors là je cite un sondage qui sort tous les ans au mois de janvier d'OpinionWay sur les sentiments éprouvés par rapport à la politique. Les Français, c'est méfiance à 40%. Sur la perception de la probité du personnel politique, plutôt corrompu à 65%. Et opinion, et ça c'est intéressant et ça va répondre à votre question, opinion globale sur les responsables politiques, entre guillemets, parlent trop, n'agissent pas assez à 80%. Et là c'est intéressant, ils parlent trop, du silence et de l'action. Voilà ce qui manque à la société, avec un peu de panache, un peu de courage. Mais alors dites-moi, est-ce que vous ne rejoignez pas, même si vous ne les avez pas connus, c'était la théorie de Jacques Pilan qui disait la rareté. Est-ce qu'au fond, parce que dans le monde d'avant, il y a des choses aussi qui peuvent aussi perdurer, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver, peut-être pas comme avant, bien sûr, une certaine rareté de la parole? Et surtout,
conjugué à l'action, vous avez raison, parce que c'est très voilà. important. Alors moi, c'est la dernière page du livre qui n'est pas forcément programmatique, mais qui pourrait lancer en tout cas une certaine forme de réflexion. Donc le silence et l'action. Et qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que ça veut dire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire le silence ? D'abord, c'est la maîtrise de l'outil. C'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on est une époque aujourd'hui qui s'agenouille devant le virtuel. Donc ça veut dire une mise à distance de l'outil, une mise à distance de l'émotion et du temps court. Moi je m'étonne de voir toujours des philosophes sauter sur l'actualité et ne vivent qu'en rebond sur l'actualité. Enfin je sais pas, pour moi un philosophe ça met à distance à la fois l'émotion, à la fois l'époque, à la fois les polémiques et le temps court. Donc s'inscrire dans le temps long, du silence et de l'action, faire des choses. Du matin au soir, sans distance, sans rien sur les choses. Ouais. Voilà. Et je pense, en tout cas j'ose espérer, peut-être pas demain, mais après-demain, je pense que celui qui sera dans l'action, dans le silence et l'action, et surtout les deux pieds et la tête dans le réel, gagnera des points. D'accord. Et alors, justement, vous parlez dans votre livre, vous en parlez, effectivement, en fond, moi je considère que c'est une bonne chose. Dans les réseaux sociaux, il y a le meilleur et le pire, mais quand même, il y a des gens qui peuvent s'exprimer. L'horizontalité, avant, comme vous disiez, c'est la verticalité. Hein. Quelques-uns, les happy few, etc., parlaient au plus grand nombre, et les autres, on les entendait pas. Aujourd'hui, on les entend. Alors, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Et alors ? Mais est-ce que ça n'a pas ouvert... En fait, les réseaux sociaux ont ouvert quand même la parole aux masses. Alors, ça, c'est... Merci. Justement, les réseaux sociaux ont ouvert la parole aux masses. Donc, quelque part, la parole s'est libérée, pour reprendre une expression à la mode, mais en même temps, le spectacle s'est libéré. C'est-à-dire que tout le monde a droit au chapitre. Et remarquez quand même que quand on prend la parole dans la nouvelle société du spectacle, c'est-à-dire à l'ère du social médiatique, on prend souvent la parole par le prisme de la mise en scène. C'est jamais et puis la mise en scène, c'est-à-dire la mise en scène, c'est-à-dire c'est le diktat de la punchline, par exemple. C'est un mot qui est aujourd'hui qui correspond bien à l'époque. C'est-à-dire que c'est un mot. Avant, on parlait de slogan. Bon, et ben maintenant, on est sur la punchline. C'est-à-dire que à partir du moment où on décide de rentrer dans l'écran du spectacle par la publication, que ça peut être la vidéo live, par exemple, ou le tweet, eh ben on est déjà dans une forme de travestissement puisqu'on est là pour impressionner, créer l'effet de spectacle, spectaculariser le propos. Voilà. Et oui, effectivement, et au détriment de la profondeur et au détriment de la réflexion. Qui n'existe pas. Ou plus. On va en parler, on va continuer à en parler avec François Bellay et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Le nouveau spectacle politique vous intéresse, appelez-nous. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, et François Bellay aussi, je rappelle le titre de son livre, Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Et encore une fois, dans ce monde effectivement bouleversé par les réseaux sociaux, et bouleversé très fortement, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail, en tout cas dans le concret de certaines choses. Et je pense à depuis 3 ans, 4 ans, 3 narratifs qui ont vraiment bouleversé les choses. L'un était français, les 2 autres sont mondiaux. Le narratif des Gilets jaunes, bien sûr, comment ça a été traité, comment ça a été vécu. Et surtout, parce que ça continue encore, le narratif Covid-19, avec les spécialistes, les médecins de plateau, et le narratif Ukraine-Russie, avec les généraux de plateau. Alors, comment analysez-vous cela, François Bellay ? Alors, d'abord, il faut se dire que ce qu'on a traversé là, en termes d'analyse et de recul, socio-médiatique, c'est historique. C'est-à-dire qu'on a 3 crises qui se sont succédées les unes aux autres. Je me place toujours sur le plan médiatique, social-médiatique d'analyse, pas sur le plan politique pour le moment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu, à partir des Gilets jaunes, une ascension de ce que j'appelle le néopolitique. Si je devais aujourd'hui donner une définition du néopolitique, je dirais que c'est un non-professionnel de la politique qui vient de la société civile, qui ne cherche pas l'élection, ça c'est important à comprendre, mais par contre, il cherche le pouvoir médiatique.
visibilité, enfin, pouvoir faire passer ses idées. Faire passer ses idées, en tout cas, être ce que j'appelle dans l'apparition permanente. Donc, c'est monté avec les Gilets jaunes, effectivement, ensuite Covid et Ukraine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde est devenu expert. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'expertise a été balayée au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expert. On est expert en tout, mais souvent expert en spectacle. Et là, on pourra peut-être développer. Alors justement, restons là-dessus. Quand j'ai vu, et vous avez vu, et tout le monde a vu, par exemple, parlons du Covid-19. Il y avait des gens qui sont de vrais spécialistes, épidémiologistes ou autres, on ne va pas donner de nom, mais quand même, et qui étaient soit interdits de parler, soit marginalisés, et d'autres qui sont urologues, néphrologues, j'allais dire proctologues, mais je ne le dirai pas, qui eux alors ont table ouverte sur tous les sujets et sur le Covid notamment, où vous aviez du matin au soir et du soir au matin. Je rappelle quand même qu'on nous disait que tout va bien, que si vous osiez dire, pour prendre un exemple, que les vaccins n'empêchaient ni la transmission, moi je ne suis pas du tout anti-vaccin, mais ni la contamination, vous étiez complotiste, etc. etc. C'est un exemple. Et vous aviez du matin au soir, dans les radios, les télévisions, etc., vous écoutiez ça. C'est, prendre un exemple, c'est pas politique, mais comment il se fait? Ça fait partie de ce mouvement où vous dites tout le monde dit tout? Alors tout le monde dit tout. Alors là, 3 éléments. Oui. Premier élément, je voudrais revenir quand même sur ce que j'appelle le format dominant, c'est-à-dire le contenant, l'emballage du spectacle. Et l'emballage du spectacle, depuis ces dernières années, en tout cas depuis ces 3 crises-là, c'est le débat. Aujourd'hui, on a du débat du matin au soir, la nuit, y compris, puisque maintenant on peut les avoir en replay. Et c'est important, c'est-à-dire que le sujet du spectacle ne peut se traiter aujourd'hui que par le prisme du débat. Adieu les documentaires. Faut ouvrir débat d'ailleurs. Il faut faire ouvrir débat. Mais donc ça veut dire quoi ouvrir débat? Ça veut dire objectif de polémique, objectif de punchline, et là on retrouve les éléments. Bon. Et alors là la question, c'est le deuxième élément, c'est qui on invite? Et là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'invite pas plus ceux qui sont légitimes sur un sujet, on invite ceux qui sont le plus capables de créer de la matière spectaculaire. C'est pas tant le contenu qui est important, c'est le contenant. C'est la capacité, non pas à bien parler, c'est à parler fort, à beugler, à créer de la polémique pour que derrière, ça alimente la machine. Bon. Et dans tout ça, le 3e élément, qui est pour moi tout ça va ensemble, le débat, la personne qu'on invite, qu'on caste pour le spectacle, voilà. Absolument. Et le 3e point, c'est la figure de l'animateur qui anime les débats sur des questions aussi, je dirais, précises. Oui. Et ce sont des gens, regardez, qui viennent de l'entertainment. C'est tout. Le spectacle l'emporte sur tout. Oui, voilà. Ils n'ont pas du tout. Ils sont pas venus ni de la science ni de quoi que ce soit. C'est des divertisseurs. On peut venir de la télé-réalité. On peut venir du sport. Ouais. On peut venir des talk shows, de l'animation et tout. Et au contraire, welcome. Alors, quel rôle joue dans ça la figure de l'animateur, quel qu'il soit? Alors en fait, c'est chacun son rôle. C'est-à-dire que d'abord, quand tout à l'heure je parlais de débat, c'est toujours le diktat de la formulation. On pose une question, on est forcément soit pour, soit contre, puisque on n'est pas dans la mesure et la nuance, et ça n'intéresse ni l'époque ni l'audience. Donc il faut être dans des postures. Dans des postures, mais déjà le spectacle commence dans la question. Par exemple, les écolos veulent-ils tuer la magie de Noël? Faut-il interdire la trottinette? Passionnant. Je veux dire, les viandards sont-ils plus machos que les autres? Pour ou contre les étrangers en zone rurale? Voilà autant de questions existentielles à l'heure du tout spectacle. Donc, avec un débat où on recherche la polémique, le dissensus vendeur, avec des questions orientées, avec une formule choc, et avec un animateur dont c'est le métier, et des invités castés pour créer le clash, voilà. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et c'est ça qui marche. Alors ça, pour vous, c'est vraiment l'aboutissement de la politique spectacle, dans sa splendeur, quoi. Alors là, pour être tout à fait précis, je dirais que c'est
l'aboutissement du nouveau spectacle politique, parce que je laisse la notion de politique-spectacle aux professionnels de la politique, c'est-à-dire la télévision, les médias de masse, la presse people. Le nouveau spectacle politique, c'est vraiment ça, c'est les réseaux sociaux et des gens qui étaient invisibles avant et qui aujourd'hui peuvent aussi rentrer dans le débat public et cartonner dans les audiences. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que oui, et la notion de l'audience est évidemment disons qu'il faut capital, toujours quoi. C'est capital parce qu'aujourd'hui on ne peut pas aborder la question du Covid comme celle des Gilets jaunes ou de l'Ukraine sur le plan médiatique en mettant à côté la logique économique. Tout est économique aujourd'hui, hélas. Et le spectacle, il est là parce que on est dans une société néolibérale économique. Et alors pour vous, justement, François Bellay, cette espèce de dissensus vendeur, est-ce qu'au fond, le fait que des millions de gens, en tout cas des dizaines ou des centaines de milliers de gens, accèdent à la parole, est-ce qu'au fond, on peut se demander vraiment, est-ce qu'ils accèdent vraiment à la parole ou ils accèdent simplement à ce que Andy Warhol appelait le quart d'heure de célébrité? Chacun sera célèbre un quart d'heure dans sa vie. Est-ce que c'est ça? Alors, moi, je pense que c'est encore plus pervers. Je pense que la matrice sociale médiatique, ou appelons-la la matrice du spectacle, utilise des figures du spectacle à un moment donné, qui peuvent d'ailleurs jouer parfois le rôle d'idiot utile dans des émissions, ou même sur le web, sur les réseaux sociaux, et qui alimentent par un témoignage, par une invitation, et qui contribuent à faire tourner la machine du spectaculaire. La vraie question, c'est de se dire aujourd'hui, avec du recul sur la crise des Gilets jaunes, que sont devenues les grandes figures du mouvement qu'on a vu du matin au soir. Donc en fait, le système est assez pervers. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous êtes la figure d'une époque, que vous l'incarnez, et puis ensuite, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'obsolescence programmée. Oui, et c'est vrai que le spectacle mange ses propres enfants. Exactement. L'essentiel est que la machine fonctionne. La machine fonctionne. Et rapporte beaucoup. C'est très important. On va écouter nos auditeurs, Lucien. Oui, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et on accueille Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Bellay. Bonjour. Alors moi je suis entièrement d'accord, enfin entièrement, je n'ai pas lu le livre de Monsieur Bellay, mais je pense que les réseaux sociaux, enfin déjà le mot social, je dirais plutôt c'est souvent les réseaux de cas sociaux. Le mot social est très bien fait, c'est comme des points Goldwyn, vous savez de quoi je parle. Donc je pense que c'est nocif, je pense que s'il n'y avait pas eu, je suis presque certain que s'il n'y avait pas eu cette immédiateté de l'information à cause des réseaux dits sociaux, je pense que le Covid n'aurait pas été ce qu'il a été. Et je pense que beaucoup de choses seraient beaucoup plus simples. Moi, j'ai pas de smartphone, alors je peux passer pour peut-être un illuminé, je passe moi j'ai un ordinateur, j'ai pas de smartphone, et on me dit mais comment tu fais pour vivre sans smartphone? Mais justement, moi je vis dans le confort. Si vous voulez, parce que le smartphone, vous y passez, même si vous ne le voulez pas, vous y passez plusieurs heures dans la journée. Et à la fin, ça vous apporte quoi en fait? C'est la grande question. Ouais. Voilà, non, mais est-ce que... Ouais, allez-y. Non, Jean-Marc, simplement, non, effectivement, chacun y trouve, c'est l'auberge espagnole. Certains vous diront que ça m'apporte beaucoup, et vous, et très légitimement, vous dites ce n'est pas ça. Je voudrais quand même répondre, parce que Jean-Marc dit les réseaux sociaux, c'est beaucoup les réseaux de cas sociaux. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, François Bellay. Disons qu'effectivement, à chaque fois, alors c'est toujours pareil, il faut toujours avoir un peu de mesure là-dessus. Il y a aussi les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que c'est ça qui, quand je parle tout à l'heure de basculement d'époque, c'est qu'on a aujourd'hui accès à tout un tas de chiffres, de remontées d'informations, de témoignages. Alors après, c'est là où le journaliste doit faire son travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce témoignage-là, ou même le citoyen, de recouper et de ne pas forcément réagir tout de suite. Donc quand tout à l'heure je disais mettre à distance l'émotion et le temps court, c'est que on a énormément d'informations après à faire trier le bon grain livré. Évidemment, oui. mais c'est une mine d'or aussi. Absolument. Je suis d'accord avec vous, c'est une mine d'or, et puis il ne faut pas oublier que dans les réseaux sociaux, et j'en suis témoin, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas dans la presse, que je ne vois pas à la télévision et la radio. Alors après, il faut faire la part du complotisme ou autre, mais il y a tout à fait autre chose. Lucien?
On va tourner une rapide page de pub et on accueillera Jean-Marie de Grenoble. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio, il est 13h45. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole et on accueille Jean-Marie de Grenoble. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous, bonjour André, et bonjour à votre invité. Bonjour. Juste d'abord, merci André, parce que vous êtes encore une des rares voix sur l'espace médiatique que j'écoute avec grand intérêt. Merci. Et je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, en tout cas, on est là. Dites-moi Jean-Marie, alors on vous écoute. Voilà, juste une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu au départ, c'est-à-dire la notion de verticalité et d'horizontalité. Oui. La politique à l'ancienne, effectivement, elle était verticale. On avait des gens politiques, cultivés, qui parlaient relativement peu. Alors, en exagérant, on avait le ministère de la Vérité, mais en face, même si le peuple n'avait pas forcément la parole comme aujourd'hui, il y avait quand même un niveau de culture moyen qui faisait que le politique ne pouvait quand même pas dire tout à fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on a parlé effectivement d'horizontalité. Donc tout le monde prend la parole, sauf que entre-temps, le niveau moyen d'éducation a énormément baissé et on est passé d'un peuple qui est quand même un peuple éduqué, qui est à la base de la démocratie, à une masse qui tient des propos qui partent un peu dans tous les sens. Autrement dit, bien qu'il y ait une horizontalité, il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir à la parole politique, parce que cette parole libérée, elle part dans tous les sens. Et ça peut aller de propos intéressants, mais noyés dans une masse de propos qui partent dans tous les sens. Ouais, intéressant Jean-Marie. Et juste un dernier point. Oui, allez-y. Et bien du coup, après la conséquence de ça, je vois malheureusement la troisième étape, c'est-à-dire que maintenant que la parole et liberté, elle part dans tous les sens, donc ce qui est intelligent est noyé dans la masse, comme je l'ai dit. Mais ce que je constate également aujourd'hui, c'est qu'une censure de plus en plus importante au niveau des réseaux sociaux en particulier, pour supprimer justement les voix, les quelques-unes qui essayent d'apporter un véritable contrepoids politique, critique à la parole politique qui, par rapport aux trois sujets dont on vient de parler, Covid, Ukraine, etc., ressemble de plus en plus pour moi à la parole émise par un ministère de la Vérité, et malheur à quiconque s'oppose à ça, il est automatiquement complotiste et tout le reste. Voilà, c'est un peu le sens de ma réflexion. Non, très bien Jean-Marie, c'est une bonne réflexion. On va tout de suite justement donner la parole à François Bellay là-dessus. Je voudrais simplement dire par rapport à ce que vous disiez avant, horizontalité et verticalité. Il faut quand même reconnaître que dans le cas du Covid, comme dans le cas de l'Ukraine, parlons pas des gilets jaunes, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, parce que pas tout le monde, bien sûr, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, mais dans la majorité de la sphère médiatique, il y avait quand même un discours dominant qui était celui peut-être de l'ancien monde, mais vous voyez, qui a beaucoup influé. Qu'est-ce que vous en pensez, François Bellay? C'est une vraie question. Alors, premièrement, il parle de la baisse du niveau culturel. Est-ce que les gens étaient plus cultivés avant ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la baisse de l'éducation, de l'intérêt pour le livre, il faudrait se pencher sur les études. Donc moi, je vais pas faire ce que je dénonce, c'est-à-dire je vais pas faire l'expert sur une question que je maîtrise pas. En revanche, je vais simplement revenir sur le sujet qui est comment être audible dans ce que j'appelle le bruit permanent. Et ça, c'est plus intéressant. Et j'ai l'impression que quand je parle de livre du dictature du commentariat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde commente tout, et qu'en fait le spectacle devient le commentaire d'avant, pendant et après l'événement, c'est difficile de pouvoir émerger. Et en fait, qui fait émerger? Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore ce qu'on peut appeler les médias mainstream ou dominants, qui au final peut encore aujourd'hui décider de ce qui peut faire l'actu ou non. Voilà. En dernière instance, mais peut-être que ça peut encore échanger. Mais malgré tout, je tiens quand même à préciser que aujourd'hui, ce que j'appelle le néopolitique, c'est quand même celui, contrairement aux professionnels de la politique, c'est celui-là aujourd'hui qui est suivi, entre guillemets, c'est-à-dire suivi par des millions de followers, dont la parole est assez peu remise en cause, contrairement aux politiques professionnels. C'est lui, et puis c'est lui aussi qui peut mobiliser, qui peut faire aussi descendre des gens dans la rue, faire des pétitions et tout. Donc
il est inaudible parfois, mais en même temps, il peut être très très prescripteur, quoi. En fait, la vraie question derrière ça, c'est effectivement, parlons du Covid ou de l'Ukraine, etc., ce sont ceux qui apportent, et il faut des faits, des chiffres, des faits incontestables. Il y a des gens quand même qui savent ce dont ils parlent. On revient toujours à ça. On aimerait entendre plus de gens qui connaissent, qui sont compétents, et qui savent ce dont ils parlent, qui connaissent le sujet, et qui vont sur le terrain aussi. Il ne faut pas oublier ça. Et je pense que là, on renvoie à un autre sujet qui est l'ubérisation de la société, qui n'échappera pas à l'ubérisation de la politique qu'on est en train de vivre. Et donc, ce que j'appelle le citoyen smartphone, eh ben lui, il a son rôle, puisqu'effectivement, il est sur le terrain, il est encore dans la vie réelle, et lui fait remonter les informations. Donc, il est capital à la fois pour la vie politique, mais aussi parfois pour le spectacle. Comme transmetteur, oui, comme transmetteur. Les deux, effectivement. Lucien. Et on remercie Jean-Marie. On accueille Guy de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour messieurs, merci pour cette belle émission, monsieur Berkoff. Bonjour monsieur Bellet. Bonjour. Alors, toutes les paroles qui ont été prononcées jusqu'à présent sont très très bonnes, c'est la vérité. Alors moi j'ai 72 ans, j'ai toujours été mon propre patron ou chef d'entreprise dans ma vie. Ouais. Et j'ai été habitué, plusieurs fois j'ai été obligé de redresser des entreprises avec très peu de moyens. Et il n'y a qu'une méthode, qu'une seule méthode, il n'y en a pas 36 000. Or, il ne faut pas oublier que la France est dans une difficulté financière énorme, qui lie les mains et les pieds, qui ne nous permet pas d'agir comme on pourrait le faire. Depuis 50 ans, nous avons été dirigés par des politicards, pas des politiciens, par des politicards, et des gens incompétents dans la gestion. Un père et une mère de famille n'ont pas besoin d'appartenir à un parti politique pour savoir comment gouverner leur famille, diriger leur famille. Un patron d'entreprise n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour savoir comment diriger son entreprise. Voilà, donc nous avons été noyés par des gens qui avaient une idéologie et qui, pour diriger le pays, ont emprunté. D'accord? Donc ce n'étaient pas des bons gestionnaires. Il n'est nul besoin d'avoir une idéologie politique pour pouvoir diriger ce pays. Et à partir du moment où vous avez un pays qui est faible, qui est neurasthénique, ce pays qui consomme 2,5 fois plus d'antidépresseurs que dans tous les autres pays du monde, la France, qui est totalement anormale. Donc, bien évidemment, tout est perturbé. Depuis 50 ans, tout est perturbé. Il y a donc Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous dites qu'il y a une seule méthode. C'est quoi cette méthode, Guy? Alors, cette méthode, je prends le cas, par exemple, pour les retraites. Ça a été très mal abordé. Non mais rapidement, parce qu'on va rester sur le... Cette méthode, c'est de protéger. Non mais attendez, ce qui ne va pas dans les principes essentiels, suffisants, nécessaires pour qu'un pays vive correctement. Mais Guy, vous êtes aussi consommateur de médias, j'imagine. Vous regardez la télévision, la radio. Non, je ne regarde pas la télévision, je suis très malvoyant. Mais j'écoute certaines radios. Alors vous écoutez. Et je fais ma part, et bien sûr et vous trouvez que ça fonctionne ou pas aujourd'hui, ce que vous entendez? Oui, quelquefois il y a des bonnes révélations. Il y a des start-up qui mettent en place de très bonnes choses. Moi je ne suis pas défaitiste, la France est en train de se redresser par exemple. D'accord? Il y a de très bonnes choses qui sont mises en place. Moi, ma première entreprise, il y a plus de 42 ans, c'est une entreprise de récupération et de recyclage. D'accord. À l'époque, on me prenait pour un imbécile, un fou. Non, mais ça je comprends. Donc par exemple, c'est remettre en place aussi le tri, le recyclage, prévenir, instruire. Je sais, mais le problème aujourd'hui, non mais vous êtes sûrement quelqu'un qui connaissait très bien votre métier, qui le font bien. Le problème aujourd'hui dont on parle, c'est comment transmettre pas trop de n'importe quoi, pas trop de fausses nouvelles, et comment, si vous voulez, susciter effectivement que la parole dominante, quelle qu'elle soit, et qui est le contre-pouvoir, parce qu'il est là le problème. François Bellet, en fait, le problème, il est quoi? Il est, comme toujours, quel que soit droite, gauche, centre, etc., c'est pas le problème. C'est quand il y a un pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le spectacle politique, le nouveau spectacle politique dont vous parlez, est-ce qu'il fait office? En fait, il sert beaucoup plus le pouvoir, quel qu'il soit, que, au contraire, il aide à faire avancer le contre-pouvoir. Alors là, c'est la grande question. C'est-à-dire que là, on a devant nos yeux la grande bataille spectaculaire qui s'annonce. Je m'explique. On a d'un côté le monde d'avant, incarné par le professionnel de la politique, on va dire Macron, Van der Leyen, Biden. On peut décliner, mais ce que je veux dire par là, ce sont des gens qui sont des professionnels. Eux, ils s'appuient sur des médias traditionnels, ils veulent un État fort et ils veulent surtout modérer, réguler les réseaux sociaux.
On a le bloc... Même censuré. Même censuré. Même censuré, on peut le dire. Et de l'autre côté, on a un autre bloc qui est donc issu du monde d'après, c'est-à-dire des réseaux sociaux, incarné par ce que j'appelle le néopolitique, c'est-à-dire le non professionnel de la politique, incarné par exemple par Trump, Musk et par d'autres qui vont forcément arriver, parce que ça va être la créature des réseaux sociaux. Et bien ce néopolitique, ce deuxième bloc-là, eux, ils veulent un État faible et une liberté d'expression totale. Donc là, on va arriver à une bataille sur ces deux blocs, et moi je pense que l'un et l'autre camp ont des idéologies différentes. En revanche, ils se rejoignent sur la même idéologie qui est celle du spectacle, parce que les deux blocs se soumettent à l'idéologie du spectacle. Et moi je dis que celui qui gagnera la bataille du spectacle gagnera la bataille in fine du pouvoir. Eh bien écoutez, ce sera en tout cas le tome 2 du nouveau spectacle politique. En attendant... C'est en cours. C'est en cours, c'est très bien. En attendant, lisez ce nouveau spectacle politique. Vraiment, il y a des vérités et il y a un état des lieux qu'il vaut le coup de parcourir. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce face-à-face et merci à François Bellet pour son livre Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.